Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Très souvent, la simplicité est boudée. On lui préfère le faste et le mystère de mots obscurs, d'un vocabulaire un peu trop spécifique ou encore des termes extrêmement techniques. Le monde du yoga n'est pas épargné et le mirage des mots complexes et nébuleux est souvent de mise. Dans l'épisode du jour avec Laura, on va justement parler de nos expériences, notamment avec le pranayama, les pratiques de respiration en yoga, pour revenir aux bénéfices de la simplicité. Du coup, vous avez compris, je suis avec Laura. Bonjour Laura. Coucou, bonjour Isa et bonjour à tous et à toutes. Comment tu vas? Bon écoute, ça va, très bien, fin de semaine, il fait beau. Et toi? Bah écoute, pareil, fin de semaine, grand week-end, il fait très beau, donc tout est parfait. Bah nickel. Donc on va pouvoir parler d'un thème, qu'on adore. Finalement, on adore aborder ce thème parce que très souvent dans nos conversations, tu vois, privées, on l'aborde et bah, cette fois-ci, au moins, ça sera partagé. Exactement et pour nous, c'est vrai que c'était très important de l'aborder et c'est vrai que c'était aussi la philosophie qu'on a voulu apporter dans nos 2 programmes, au final, Yoga Mon Amour et Yoga Ma Création, mais encore plus peut-être, dans Yoga Ma Création, on a intégré du coup un module sur le pranayama, mais la spécificité de ce module, c'est qu'on revient vraiment aux bases. Oui, complètement, complètement. Je pense que c'est quelque chose, en fait, sur lequel, bah, encore une fois, hein, on est alignés, c'est un sujet, sur lequel on partage un petit peu cette même vision, en fait, de voilà, ce n'est pas parce que c'est, simple que c'est pas bien ou que ce n'est pas intéressant, ou que c'est pire que quelque chose, voilà, qui serait compliqué ou complexe et même ce n'est pas voilà, c'est bon, on va parler de tout ça, on va décortiquer, mais c'est Mmh. vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ressent énormément dans le monde du yoga ou en tout cas moi personnellement quand on parle de pranayama. Je ne sais pas pour toi. Si, tout à fait et justement, on voulait, commencer par vous parler dans ce podcast, dans cette première partie qui va débuter, de nos expériences en pranayama. Alors pas parce qu'on pense que notre vie est hyper intéressante, mais parce que finalement nos expériences ont un peu forgé finalement notre philosophie. C'est souvent une réflexion qu'on se fait, bah, c'est parce qu'on a vécu ces expériences qu'aujourd'hui finalement, bah, on a fait peut-être un peu retour arrière, en revenant vraiment aux bases et à la simplicité. Et du coup, Laura, si tu veux bien commencer à nous parler de tes expériences, de ta toute première expérience de pranayama. Oui, alors ma première expérience, ce n'est pas que c'était ma toute première expérience de pranayama parce que je pense que je l'ai, enfin, dit souvent, hein, j'ai quand même eu la chance de tomber, pour les premiers cours de yoga sur des profs qui étaient vraiment super, enfin, en tout cas qui me parlaient et qui, j'imagine, partageaient un peu la même, vision que nous avons aujourd'hui. Mais c'est vrai que la première fois, en fait, que j'ai comment dire? Entendu, le mot pranayama et que j'ai vraiment fait un cours qui était, axé, on va dire sur ça, c'était un cours un peu étrange pour moi. Il faut vraiment je j'arrive pas à trouver un autre mot. Ça faisait déjà quelques années que je faisais du yoga et dans un studio, ils proposaient un jour, c'était justement enfin quand je commençais à explorer justement les studios de Toulouse. Donc, tu vois, c'était vraiment, pas du tout mes tout 1 cours de yoga. Mais quand nous avons déménagé avec mon chéri à Toulouse, où j'ai commencé enfin j'ai voulu évidemment tester plein de studios pour savoir lesquels me plaisaient et quels étaient les voilà, les cours que je voulais suivre et à un moment, je suis tombée dans un studio où ils proposaient un style de cours que je ne connaissais pas qui s'appelle le Hatha Yoga. Alors, peut-être qu'il y a des gens Ouais, qui je connais pas du connaissent tout, donc si et tu peux voilà. moi pas du tout. Et moi, je n'avais pas tu vois, il y a c'est marrant parce qu'il y a plein de styles de yoga, en fait, aujourd'hui, dont on ne connaît pas le nom. Et le Hatha Yoga, c'était intéressant, en tout cas, ça m'a interpellée parce que dans l'histoire du yoga, il y a effectivement dans les traditions, on va dire, de Hatha Yoga, il y a une secte, c'est vraiment une secte, enfin, pas au sens péjoratif hein, du mot, mais vraiment un Mmh. groupe qui, historiquement, un groupe religieux, a vraiment des codes très, très, très marqués et très définis, qui s'appelait, enfin, c'était la secte des Natha Yogis. Donc, du coup, je me suis OK. dit: «Ah, c'est intéressant, Hatha Yoga, bah, peut-être que c'est un lien avec ça, finalement». Effectivement, c'est un petit peu comme ça qu'il explique, en tout cas les profs qui font partie de cette école. Ils s'expliquent que justement c'est un petit peu les enseignements de cette,
de cette tradition, du Hatha Yoga. Matsyendra, typiquement, je ne sais pas si vous connaissez, aurait appartenu à ce groupe et donc voilà. Je me suis dit: «Pourquoi pas? On verra» et en fait, encore une fois, hein, ce n'est pas le seul, enfin, c'est le seul cours de Hatha Yoga que j'ai fait, donc je connais pas, je ne suis pas du tout une experte et à part cette petite explication qu'on m'a donnée, je ne sais pas grand-chose. Donc si ça se trouve, c'était vraiment, voilà, Mmh. tu vois, un truc un peu à part. Mais dans ce cours, en tout cas, Oui. on nous plaçait dans une posture et au sein de la posture, il fallait faire un exercice de respiration très spécifique pendant très longtemps. Donc, parfois, il y avait du Kapalabhati pendant qu'on était dans la posture du triangle, par exemple. Donc voilà, c'était des pranayamas, OK. enfin, que moi je considère très avancés. Et il y avait d'autres techniques que je ne connaissais pas du tout, où il fallait placer la langue d'une certaine façon dans le palais avec les yeux qui regardaient vers le haut, vers l'arrière du crâne. Enfin, honnêtement, je ne sais plus. J'étais tellement stressée, ça m'a tellement stressée ce cours que je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que j'étais pas je suis arrivée sûrement au mauvais moment dans l'année parce qu'ils savaient déjà sûrement expliqué pas mal de choses, ou je suis arrivée au mauvais cours, je ne sais pas. Mais au final, je me souviens que je n'arrivais pas à respirer, je ne me sentais vraiment pas bien. Au bout d'un moment, Mmh. j'ai commencé à avoir un petit peu, tu sais, la tête qui tourne. Enfin, Ouais, c'était mais c'est vraiment normal. pas, non, voilà, vraiment, c'était pas une expérience, où je suis sortie, relaxée, tu vois? Détendue et et je pense que c'est pour ça aussi honnêtement, enfin je suis désolée, hein, s'il y a des profs de Hatha Yoga qui nous écoutent et d'ailleurs j'en connais, quelques-uns qui sont très sympas et cetera. Mais du coup je suis désolée, je suis pas revenue, faire un cours de Hatha Mmh. Yoga parce que c'est enfin parce que je me suis dit: «Je ne suis pas prête, je ne comprends rien, vraiment je ne piche rien à ce truc». Donc et pour moi ce n'est pas forcément, tu vois, l'intérêt, d'un cours de yoga. Enfin moi quand je vais dans un cours de yoga, j'ai envie, bah, de prendre le temps de créer, enfin, ce que moi j'appelle, enfin, ou certains profs appellent créer de l'espace, ou tu vois? Enfin, un peu cette sensation de, voilà, relaxation ou de respiration profonde, ce que je n'ai pas forcément trouvé. Donc c'est vrai que, bah, pendant un petit moment, enfin, quand on me parlait de pranayama, j'avais un petit peu, cette, en tout cas avant de faire, ma formation, j'avais un petit peu cet a priori de, bah, pranayama égale à compliqué, égale à quelque chose que je ne comprends pas et quelque chose, pour les personnes vraiment très avancées finalement. Bah, merci beaucoup pour partager cette histoire parce que je pense que enfin moi en tout cas, c'est vrai que ça fait aussi écho à ce que j'ai pu vivre les premières fois. Donc moi mes toutes premières, enfin mes tout premiers cours de yoga, je vous en ai déjà parlé, si vous avez déjà écouté, les épisodes, mais moi c'était en hatha yoga tout simple, hein, à Paris. Et c'est vrai que, moi, je me souviens très bien des premières fois où on a fait ça, alors que j'avais vraiment pris les cours au tout début. Donc j'étais vraiment dans le cycle et cetera et en fait, très, très vite, on est parti, bah, pareil sur du Kapalabhati, sur, d'autres pratiques, mais dont je me souviens plus, ou en tout cas que j'ai plus trop retrouvées et en fait, c'est des pratiques que j'ai pas voulu garder, que j'ai pas en fait, j'ai pas cherché à aller plus loin parce que je trouvais déjà que c'était pas forcément très simple à faire et je comprenais pas, en fait et je pense qu'il y a beaucoup ça aussi, je trouve parfois qui manque, c'est on nous explique pas et je trouve Ouais, qu'on n'explique complètement. pas non plus la base de la respiration et en fait, je pense que c'est pas enfin, certes respirer donc grâce à notre système autonome, oui, on le fait heureusement sans y penser, comme, notre cœur bat sans qu'on y pense et heureusement parce que sinon les têtes d'alouettes comme moi, ben, on serait vraiment, heu, mal barrés. Mais pour autant, je pense que expliquer la respiration, expliquer les exercices de respiration qu'on veut faire, donc expliquer le pranayama, pour moi, ça me paraît quand même aujourd'hui essentiel. Mmh et c'est un petit peu enfin, c'est un peu comme les termes, tu vois, qu'on utilise, en philo, enfin, ou la philosophie du yoga dans le cadre d'un cours. Bah, c'est difficile, c'est compliqué parce que, bah, très souvent, bah, voilà, l'explication n'est pas ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer en 2 minutes et très souvent, quand les gens vont dans un cours de yoga, c'est aussi pour bouger, c'est aussi pour, voilà, faire, quelque chose avec leur corps, en tout cas,
des choses assez corporelles. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'un point de vue d'un prof, quand on parle de pranayama, expliquer toutes ces choses, voilà, dans le détail, bah, ça prend du temps et ce n'est pas toujours simple, effectivement. Mais c'est Mmh. pour ça que du coup, on est là pour, prendre du temps pour parler de tous ces sujets et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a voulu intégrer, bah, toute cette partie dans, Yoga Ma Création pour vraiment prendre le temps de parler non seulement de la partie, anat et physiologie, de la respiration comme tu l'as fait, mais aussi de la partie, philo et histoire liée à ce qu'on pourrait appeler le pranayama, en tant que tel. Bien sûr et c'est super important et je pense que tu évoquais aussi, des maux de tête que tu as pu avoir, dans ce fameux cours de Hatha Yoga et moi, c'est aussi des choses que soit j'ai entendues, dans mes cours, dans les premiers cours de Hatha que j'avais pris, où on faisait ces pratiques, de pranayama que moi je trouvais relativement avancées. Souvent, oui, si vous avez la tête qui tourne, si vous avez mal à la tête, limite c'était presque, normal, c'était presque, accepté, acceptable OK. et c'est vrai que moi récemment, j'ai eu une expérience donc là je suis en stage, d'ergothérapie de 3 année en service de respiration. Donc on est avec des personnes qui ont des pathologies respiratoires et en fait on nous fait faire un petit test en fait pour comprendre parce que on peut pas comprendre enfin très souvent une personne porteuse d'un handicap, on ne peut pas comprendre ce que la personne vit. On peut écouter, on peut avoir toute l'empathie du monde, mais se mettre réellement dans le corps de la personne, c'est impossible. De la même manière, je peux pas me mettre, dans ton corps, Laura, pour Mmh comprendre mh. comment tu vis, la vie. Par contre, il y a des expériences qu'on peut faire qui peuvent nous permettre de juste nous rendre compte un petit peu de ce que la personne peut, vivre, peut ressentir et donc c'est un test qu'on fait. Alors c'est on a une paille dans la bouche. Juste un petit truc, n'essayez pas de reproduire ça chez vous, surtout si vous avez des problèmes cardiaques ou des problèmes de santé. C'est un test qu'on fait avec, tout un environnement médical qui permet de le faire et une prise de constante, au niveau, fréquence respiratoire, saturation en O2. Donc on est vraiment dans quelque chose de très, très, très suivi. Donc on a une paille dans la bouche, on a du scotch autour pour vraiment ne pouvoir respirer qu'à travers cette paille et on a le nez bouché. Et donc on nous demande de monter des escaliers, voilà, avec un rythme sans faire de pause, comme si on respirait normalement, en fait, Ah oui, quand même. OK, OK. quand même. Et ensuite on arrive en haut et en fait, c'est pas tant la montée des escaliers qui est la plus difficile, c'est une fois qu'on arrive en haut, on essaie de reprendre son souffle et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à rentrer l'air, mais on n'arrive plus à le sortir et c'est une expérience très, très, très bizarre. C'est-à-dire que Mmh. on essaie à tout prix de sortir l'air et en fait, l'air ne sort plus parce que l'expiration est bloquée et freinée par cette paille et en fait, il faut vraiment réussir à faire un shift, dans son cerveau. Il faut vraiment réussir à calmer tout et moi, je sais que j'ai réussi à pas tout arracher, mais vraiment, moi, j'avais envie de tout arracher et d'ailleurs, la kiné avec qui j'ai fait ça m'a dit: «Voilà, il y en a plein qui arrachent tout. Le but, c'est Ah mais si tu tu peux m'étonnes. essayer de pas arracher, n'arrache pas». Et moi, j'ai vraiment fait appel à des ressources, bah, de toutes mes pratiques de méditation, quoi. Vraiment, j'ai vraiment fait appel à ça, j'ai fermé les yeux, je me suis mise dans ma bulle pour essayer justement d'expirer calmement, de reprendre un petit peu d'air à l'inspire, de réexpirer calmement et il m'a fallu du temps pour finalement retrouver des constantes parce qu'au arrivée en haut, ma saturation en oxygène, c'est-à-dire combien d'oxygène a mon corps, elle était totalement baissée, enfin, était vraiment en dessous de mes normes, en dessous des normales Waouh. et en fait, il faut juste voir que certaines pratiques respiratoires, elles peuvent aussi nous amener dans des états où on n'est pas forcément bien et Mmh. il faut du temps pour apprendre à comprendre finalement quelles sont les pratiques, bah, qui nous sont entre guillemets, «confortables» et même celles inconfortables, comment réussir à la faire en toute sécurité. Et moi, quand j'ai vécu cette expérience, bah, à la fin, j'ai pu enlever la paille, j'ai pu enlever le pince-nez, mais voilà, mais ces personnes qui ont des pathologies respiratoires ne peuvent pas enlever cette paille. Sont toujours dans cette idée où voilà, ils ont très, très peu au niveau au niveau des poumons, ils ont très, très peu de capacité au niveau de la respiration et c'est hyper anxiogène au quotidien. Mmh. Et je pense que quand on fait ces pratiques de pranayama, peut-être se poser la question: «Mais pourquoi en fait je les fais? Dans quel but?» et je parfois c'est
Parfois, si le prof ne l'explique pas, je pense que ça peut être une très bonne question à poser en tant qu'élève. Oui, non, mais complètement et je pense que là, tu vois, tu as dit un mot, tu as dit 2 choses qui sont clés, quand on parle de la pratique de yoga. C'est-à-dire que d'abord, il faut prendre le temps et tu vois? Et ce n'est pas du tout pour dire et je pense que c'est enfin, je pense que vous le savez, mais on n'est pas là pour dire que faire, du Kapalabhati est mauvais ou Mmh, que les exercices de pranayama, il ne faut jamais les faire. Mais c'est juste, parce que tu vois, moi, quand je me reparle de mon expérience de Hatha yoga, j'étais peut-être la seule, hein, dans le cours qui se sentait comme ça mmh, et il y a peut-être d'autres personnes qui se sentent très bien, qui arrivent à avoir une expérience où vraiment ils sont ce qu'ils ils ont réussi à avoir ce qu'ils recherchaient dans mmh leur pratique et ça, c'est très bien. Mais pour moi, à l'époque, au stade où j'étais dans ma pratique, où j'étais pas du tout avancée, en plus, il faut enfin là, c'est moi, je suis enfin, déjà que, tu vois, niveau coordination, tu me dis: «Il faut faire ci, il faut faire ça», avec mon corps, c'est difficile. En plus, tu m'ajoutes, une contrainte qui est de respirer d'une certaine façon qui, en plus, n'est pas forcément naturelle pour moi. Bah, là, tu vois, j'avais enfin, il y avait toutes les cartes pour que mon mh, expérience ne soit pas bonne et c'est un petit peu ce que tu dis, c'est finalement se mettre aussi à la place de l'autre. Quand on est prof, on ne peut pas toujours savoir quelles sont les personnes qu'on a devant nous et on ne peut pas toujours savoir quelles sont leurs difficultés, quelle va être leur expérience dans telle ou telle posture, encore moins quand on parle des choses, tu vois, aussi subtiles, comme, la respiration et hem et c'est fascinant parce que quand on parle de respiration, c'est à la fois quelque chose, comme tu disais, qui est très, naturel, enfin c'est automatique et en même temps, il y a énormément de choses, sur lesquelles on peut jouer. Donc mmh et moi, c'est pour ça que j'adore cette phrase de Indra Devi, je l'utilise souvent dans mes cours quand je parle d'histoire moderne du yoga. Indra Devi, c'est donc, une des personnes, la 1re en tout cas femme occidentale à être élève de Krishnamacharya, un des premiers mh, professeurs, un des pionniers, professeurs de yoga moderne et Indra Devi, elle est très connue parce qu'à la fin enfin moi je la connaissais un petit peu parce que à la fin de sa vie, elle a passé en Argentine. Enfin, elle a mmh vécu la fin de sa vie en Argentine, donc il y a énormément d'écrits, en espagnol, absolument magnifiques, d'elle, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur son site, si vous parlez ou si vous lisez l'espagnol et il y a une phrase que j'adore sur la respiration qui nous dit je vous la lis, je vous avoue, c'est ma traduction de l'espagnol au français, donc désolée s'il y a des voilà, des tournures de phrases un peu bizarres, mais en gros, c'est: «Personne ne nous apprend à respirer, ni la famille, ni l'école, ni l'université, ni l'église. La plupart des gens utilisent uniquement la partie haute de leurs poumons pendant toute leur vie. Alors, pourquoi avoir la partie basse des poumons? Comme déco? Non. En yoga, la respiration nous apprend à remplir la partie basse, moyenne et haute de nos poumons. Et je ferme les guillemets, mais je trouve que cette phrase est juste magnifique. Je mh. sais pas ce que tu en penses. Mais bah, en fait, pour moi, enfin, je trouve qu'elle résume tout. Dans la mesure où, à la fois, on est sur quelque chose de très, je trouve aussi un peu philosophique dans la mesure où pourquoi finalement se contenter que d'explorer une partie de nous? Vraiment, moi, je trouve que le terme d'exploration est hyper intéressant quand on parle de respiration. C'est-à-dire, on va explorer un petit peu nos poumons, on va explorer un petit peu les sensations dans différentes parties du corps et c'est vrai que je le vois d'autant plus et je pense que mon regard change aussi grâce au stage que je suis en train de faire, de voir finalement que, bah, quand on a des poumons entre guillemets «sains», bah, en fait on a la chance de pouvoir Mmh. explorer comme on le veut, sans contrainte. Mais au final, c'est aussi une hygiène de vie qu'il faudrait qu'on fasse et qu'il faudrait à laquelle il faudrait qu'on s'astreigne et en yoga, c'est heureusement ce qu'on fait dans les postures quand on respire, quand on est en torsion, quand on est en inclinaison latérale au niveau du buste. On n'a pas besoin en fait, c'est ça la beauté, on n'a pas besoin d'aller dans Kapalabhati pour déjà d'explorer, déjà aller visiter toutes nos alvéoles, même celles qui sont toutes basses, pour finalement avoir un bénéfice et avoir quelque chose qui nous permet d'être certes en meilleure santé, mais qui nous permet au final de garder finalement une pratique respiratoire saine qui va au-delà du yoga. Ouais, complètement. C'est très beau ce que tu dis. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi ce que tu dis dans la je pense à la vidéo que tu avais faite pour, Yoga Ma Création où justement, bah, quel serait l'intérêt finalement d'accorder cette importance, à la respiration dans sa pratique de yoga et je trouve que c'est là où tu parles en fait vraiment des choses qui sont essentielles, comme, voilà l'équilibre ou la capacité respiratoire dont tu as parlé,
très rapidement là. Je pense que la respiration, souvent, on la relègue, en fait, soit à quelque chose de très, mystique, mais ce qui où il y a aussi une part mystique finalement à la respiration, je trouve. Quand on réfléchit, le Mmh. le principe même de la respiration est juste hallucinant et le fait aussi que c'est en fait, je trouve que la respiration, c'est marrant parce que ça nous relie au monde. Comme en fait, il y a toujours cette histoire de pression atmosphérique, si on revient à quelque chose de très physique, hein, la Mmh mh. physique de base, il y a cette histoire de différence de pression qui fait que l'inspire et l'expire arrivent presque automatiquement. Et en fait, par exemple, si la pression change, quand on est en altitude, on va moins bien respirer. Quand il fait mauvais, quand il pleut, on va avoir un petit peu plus de mal aussi parce que la pression est différente. Et en fait, c'est là où je trouve que ça nous ancre, pour moi, dans un environnement. On n'est pas seul. C'est très souvent en yoga, il y a ce rejet de, enfin, pas ce rejet, mais cette, critique. On est dans l'individualisme et cetera. Mais pour moi, justement, on est dans quelque chose, dans une pratique qui, de fait, nous relie au monde, tout simplement, nous relie déjà à notre environnement. Mmh. Ah mais non mais c'est tellement beau. Bon ça pour la petite, blague, ça me fait penser au fait que je ne sais pas si toi c'est un peu pareil, mais moi je déteste les hammams justement pour ça. Ah. Je n'arrive pas à respirer. Bref, donc ça c'est juste pour la petite blague, mais je trouve ça tellement beau et inspirant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Enfin et moi c'est comme ça que j'aime bien voir la pratique du yoga. C'est-à-dire que oui, c'est un chemin vers le soi, mais c'est pour mieux aller vers les autres. Mmh. Tu as tout résumé et je pense que ça nous fait une merveilleuse transition pour, notre deuxième partie dans laquelle on avait envie et je pense que si vous nous suivez depuis quelque temps, vous savez pourquoi on aime autant parler de ça, mais de revenir à la simplicité et pourquoi est-ce que revenir à la simplicité, ça pouvait être une très, très bonne idée et on avait envie d'introduire cette partie en vous partageant une citation de Jung qui nous dit qu'il est bien difficile d'être simple. Il a tout compris, il a tout compris. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Et du coup, Laura, est-ce que toi, de par le fait que tu partages énormément et tu as beaucoup de connaissances en philosophie, notamment en philosophie du yoga, est-ce que tu trouves que c'est difficile finalement d'être simple quand tu parles de philosophie? Oui, non mais complètement. Mais moi, c'est pour ça justement que je me suis enfin, bon, je me suis intéressée à l'histoire et aux philosophies du yoga pour plusieurs raisons, mais une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment choisi d'en parler, c'est parce que moi, quand j'ai commencé justement à m'intéresser à tous ces sujets, je trouvais peu de personnes ou de sources, ou même des experts, hein, qui arrivaient à expliquer des notions de façon simple et accessible. Et ce qui est marrant, tu vois? Parce que moi je me suis enfin, tu vois quand je pense à mes profs, aux profs qui ont vraiment marqué ma vie, c'est avant tout des profs de maths, parce que j'ai toujours été un peu geek et cetera. Mais c'était des profs qu'en fait qui qui adoraient en fait raconter les maths d'une façon très simple, très accessible et finalement très, terre à terre. Je sais pas si je m'explique, mais Mmh. et je trouve qu'en philo, quand on parle de la philo du yoga, il y a un petit peu ça. C'est un peu comme quand on parle de pranayama. Il y a ce que tu disais tout à l'heure, il y a un côté un peu très mystique, il y a un côté très, voilà, c'est mystérieux, on ne comprend pas et du coup, c'est fascinant. Et il y a aussi un petit peu, et ça c'est un peu dans le yoga en général, ce débat éternel entre authenticité, légitimité, complexité. C'est-à-dire que Mmh. parce que le yoga, il y a parfois un peu ce discours qu'on peut entendre dans le milieu du yoga, que le yoga est bien parce qu'il est ancien, ou quelque Mmh. chose est légitime parce qu'elle est ancienne, ou quelque chose est, encore plus précieuse parce qu'elle est complexe, parce que peu de personnes peuvent comprendre. Et Mmh. tu vois, moi, quand je commence à écouter ces choses, je me dis: OK, mais pourquoi? Pourquoi est-ce Ouais. que une chose ancienne serait plus intéressante qu'une chose nouvelle, mais novatrice, par exemple? Ou pourquoi est-ce que un sujet complexe est nécessairement meilleur? Et je pense qu'il y a une partie qui est, complètement, humaine, en fait, qui a un petit peu ce réflexe, de
l'envie d'être fasciné. Tu vois, par exemple, moi, quand Oui. j'étais jeune, enfant, je pense comme nous tous, il y a ce côté, c'est très facile d'être fasciné, en fait, par des choses parce qu'on a plein de choses qu'on ne comprend pas quand on est enfant. Il y a plein de choses qui nous paraissent mystérieuses et moi, typiquement, je pense que pendant très longtemps, j'ai cru au Père Noël. Oui, comme, beaucoup d'enfants, oui. Non, non, mais je veux dire, en fait, je vais faire vraiment un aveu. Je pense qu'à un moment, j'étais enfin, tu vois, d'un côté, j'ai un peu ce côté logique, j'aime bien les mathématiques parce que ça explique beaucoup de choses, mais de l'autre côté, il y a une partie de moi qui a envie de vivre dans un monde magique. Je veux dire, qui Mmh. n'a pas eu envie de recevoir sa lettre de Hogwarts, tu vois? De Mmh. «Je vais devenir mage» et qui n'a pas envie, en fait, que la magie existe? Parce que quand on est face à ce type de choses, on est fasciné. En fait, on a un peu cette sensation que le monde est mystérieux, le monde est magique et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et précieux en termes d'expérience, pour notre vie, enfin, pour notre expérience humaine. Mais, mais, il y a des choses qui, pour moi, quand on les comprend, quand on va creuser un petit peu plus loin et qu'on découvre peut-être non pas qu'elles ne sont pas complexes, parce que parfois elles le sont, mais quand on découvre un petit peu comment la magie est faite, ça n'enlève pas la magie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et moi, un petit peu, c'est ce qui m'est arrivé dans la philo du yoga. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai découvert qu'il y avait plein de choses, qui n'étaient pas aussi magiques que ce que je le pensais. Ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté d'être fascinée par le monde, du Mmh. yoga, par, les philosophies du yoga et au contraire, en fait, ça m'a permis de relier plein de notions, plein de choses, plein d'histoires à des choses que je connaissais et qui du coup avaient, encore plus de valeur pour moi parce que ça me reliait un peu comme ce que tu disais par rapport à la respiration, au monde, à mon expérience et aux autres cultures finalement donc voilà, c'est assez intéressant et parfois c'est vrai que dans le monde du yoga, quand on parle de philo, tu vois? Et on parle beaucoup du sanskrit et on a envie de parler du sanskrit, on a envie de tout dire en sanskrit, ça c'est un gros débat, enfin c'est un autre sujet, mais il y a des profs qui adorent, donner leurs cours en sanskrit. Bon, moi je ne fais pas partie de ces profs, d'une part parce que je ne suis pas experte en sanskrit, je ne suis pas sûre de bien le prononcer à chaque fois, donc au lieu de déjà avec le français, tu vois, je suis pas je ne Non. prononce pas parfaitement bien. Non, mais voilà, j'ai un Bon. énorme aussi respect pour la langue, donc voilà, j'ai Mmh. pas envie de faire ça. Mais en plus, je trouve que parfois ça n'a pas de sens. Il y a des postures en fait qui ont été nommées, très récemment Mmh. et donc des postures qui sont apparues, enfin qui font partie du répertoire de yoga, qui sont très, 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 très récentes et pourquoi est-ce qu'on les nommerait en sanskrit? Enfin, je veux dire, je trouve l'intérêt, hein, il y a ce langage universel et cetera, oui, pourquoi pas, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens et surtout, si j'ai envie de transmettre la beauté et la magie du yoga, ce n'est pas en rajoutant pour moi, hein, des choses que les autres ne vont pas comprendre. Ce n'est pas là la magie du yoga. Je ne sais pas si je m'explique en fait. Moi, enfin, vas me dire si j'ai bien compris. En gros, c'est comment faire pour que mon message soit le mieux transmis possible? Est-ce que, heu, voilà, proposer le nom de la posture ou voilà, un terme aussi, parfois les concepts, je trouve qu'ils sont peut-être plus explicites en sanskrit parce que c'est difficile d'arriver à trouver une traduction, courte et facile en français, par exemple. Mais parfois, bah, finalement, mon message va être beaucoup plus facilement transmis, compréhensible, avec plus de valeur quand simplement je vais employer un vocabulaire que tout le monde comprend. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si je me place à la place, enfin, voilà, du prof, si je suis dans ma casquette prof, j'ai envie de transmettre quelque chose. Et donc, bah, pour transmettre quelque chose, je vais essayer d'être le plus clair possible Mmh mh. et de le faire et vraiment j'essaye de connaître mon public. C'est un public Mmh. qui ne parle pas sanskrit, c'est un public Mmh. qui vient là une fois par semaine et dans la plupart, voilà, c'est un public qui n'est pas forcément baigné dans, l'histoire de l'Inde, des traditions hindoues, enfin voilà, qui connaît même peut-être pas, hein, la différence entre, les traditions bouddhiques et les traditions hindoues, enfin voilà. Mais au final, c'est un public qui
se posent les mêmes questions que nous, qui se posent les questions que peut-être, se posaient les gens, au temps des Upanishads ou je ne sais pas, au temps des Yoga Sutras de Patanjali, peu importe. Et pour moi, le but, c'est effectivement ça, c'est ce que tu dis, c'est transmettre un message de la façon la plus claire et simple et après accepter que la magie du yoga, ce que cette petite partie, en fait, finalement, que moi je trouve qu'on n'arrive pas à s'expliquer, tu vois? Enfin, qui Mmh. fait partie de l'expérience, ce n'est pas quelque chose que moi je vais pouvoir apporter. Dans le sens où ce n'est pas parce que moi je parle le sanskrit ou je vais parler des choses complexes dans un cours de yoga que mon cours va être magique. Le Mmh. cours va être magique parce que l'expérience sera magique pour la personne, parce que le yoga en soi est quelque chose d'assez fascinant, mais ce n'est pas moi. Tu vois, c'est assez il faut un petit Mmh. peu dissocier en fait et je trouve que c'est ça en fait qui fait que quand on parle de ces sujets, bah, ce n'est pas parce qu'on est simple nous dans nos explications en tant que prof, dans, la transmission qu'on va enlever pour moi cette partie déjà magique de l'expérience, en fait, de la pratique. Mmh. Mais tu as tout à fait raison et je trouve que ça fait aussi très, très écho à ce qu'on peut voir, dans l'autre versant, du yoga, le versant plus, corporel, anatomique et cetera, où là, pour moi, c la question du vocabulaire à employer est toujours cruciale. Et récemment, sur Instagram, peut-être que vous l'avez vu passer, peut-être pas, mais je vous fais un un très court, rappel. J'avais partagé, un espèce de petit mémo, en fait, pour qu'on voilà, pour avoir en tête toutes les postures qu'on fait en position allongée sur le ventre et en extension au niveau du dos, c'est-à-dire en flexion arrière qu'on voit très très classiquement, en yoga. Et moi, j'avais appelé ce mémo flexion arrière et du coup, quelques personnes m'avaient, dit: «Mais ce ne sont pas des extensions» et donc là, il y avait eu tout un pas tout un débat, mais toute une explication de ma part pourquoi j'avais choisi, Enfin, il t'avait l'idée dit: «C'est de plutôt des extensions, pas c'est des, plutôt des flexions». Voilà, extensions c'est et ça. c'est pas des flexions arrière. Mais en fait, pour moi, la question est: combien de personnes à qui je m'adresse, hein, sur Instagram, combien de personnes savent, vraiment, enfin, auraient compris si j'avais employé les termes, anatomiques extrêmement précis, extension en décubitus ventral? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, je pense que Complètement. c'est pas «grave», entre guillemets, d'employer des termes qui sont juste plus, visuel et c'est vrai que du coup, j'ai eu quand j'ai expliqué un petit peu en story mon ce choix-là, j'ai eu des personnes qui m'ont dit: «Bah, en fait, moi, flexion arrière, ça me parle plus parce que je comprends que je peux aller un petit peu en arrière». Après, il y a eu un autre débat sur le fait que flexion arrière, en fait, on va plus en mode, acrobatique que extension où on va allonger la colonne. En fait, pour moi, c'est là, on est plus sur de la terminologie et si on est sur de la terminologie pure et dure, on n'est pas sur l'explication de la posture. Pour moi, l'explication de la posture vient dans un second temps. Juste proposer un terme, en fait, pour classifier les postures. Donc certes, c'est des extensions, mais très souvent, comme on est quand même baigné avec, l'anglais dans le yoga, bah, back bend en anglais, bah, ça on va le traduire plus facilement et pour beaucoup de personnes, ça va aussi plus parler. Mmh mh. D'expliquer flexion arrière. Après, bien sûr, dans la manière dont on accompagne les élèves en flexion arrière, on n'est pas là en mode: «Bah, tiens, pétez-vous les lombaires en flexion, arrière. Par contre, si vous êtes en extension, là, c'est tout à fait soft». Pour moi, on ne parle justement pas de la même chose. Il y a un côté où on emploie juste une terminologie et ensuite de l'autre côté, il y a l'accompagnement dans la posture, mais qui, si on l'appelle extension ou flexion arrière, pour moi est la même chose. On va donner exactement les mêmes indications et je pense que, si je m'adresse à un public de, kiné, que je fais, je sais pas, introduction au yoga au kiné de l'hôpital, par exemple. Là, je vais pouvoir me permettre de parler, de patella, de, ligaments, antérieurs, enfin, je vais pouvoir employer des termes qui sont précis, parce que finalement j'ai un public en face qui est habitué à employer ces termes. Et je suis désolée, mais ce n'est pas grave, en fait, de ne pas employer ces termes devant un public qui est un peu moins habitué. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Ça veut juste dire que moi, si je fais un cours en entreprise où les gens font de la mécanique, ils vont me parler en termes techniques de mécanique, je ne vais absolument rien comprendre. Donc s'ils m'expliquent avec leurs mots simples, bah, je vais être plus reconnaissante qu'ils m'expliquent les choses de manière simplement que plutôt il me noie dans un jargon incompréhensible et qu'au final mon message est tellement
enfin, le message est tellement dilué que finalement on n'a rien capté de l'essence de ce qui voulait être transmis. Complètement et je pense que c'est ça, en fait, la clé, c'est que quand on parle, en fait, de toutes ces choses, on le fait aussi parce qu'on parle dans le cadre où on est professeur de yoga, Mmh. dans un cours de yoga à des personnes qui, ne sont pas, comme tu le dis, experts, en santé ou, ne font pas partie du corps médical ou ne sont pas syncrétistes. Enfin voilà, c'est vraiment je pense, c'est là où je trouve qu'on parle pas peut-être assez, peut-être de plus en plus, mais du rôle finalement du prof de yoga. Tu vois? Qui pour moi Mmh. n'est pas le rôle de dire, voilà le yoga c'est ça et voilà et je vous montre combien je sais sur le yoga, mais plutôt d'être prof avant tout. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ce n'est pas d'être expert, finalement on n'est même pas est-ce qu'il y a des experts de yoga? Tu vois? On pourrait même se poser la question, Mmh. mais je Bien pense sûr. qu'avant tout, on est prof de yoga et qu'est-ce Mmh. qu'un prof doit faire? C'est transmettre, c'est apprendre, c'est Oui. rendre quelque chose qui est parfois un peu complexe, parce que parfois c'est complexe, parler d'anatomie c'est complexe, parler de philo c'est complexe, de façon plus simple, de façon accessible, de pouvoir transmettre le message de façon efficace. Donc c'est exactement je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais au final, enfin, ça c'est pas entre guillemets, c'est pas nous, qui l'avons inventé ou décortiqué et ça nous fait notre, introduction pour la troisième partie où finalement on va vous parler ici de pourquoi revenir aux bases, c'est permettre de mieux comprendre. Et là on va utiliser une icône, Richard Feynman. Donc lui, c'est un physicien qui a reçu un prix Nobel en 1965. Et en fait, ce qu'il avait de particulier, c'était pas tant le fait qu'il était excellent dans son domaine, ça, c'était déjà une spécificité en elle, mais en fait, il arrivait à expliquer de manière hallucinante. Il avait une pédagogie incroyable, il a d'ailleurs créé une méthode d'apprentissage qui permettait de faire comprendre à ses élèves simplement des sujets très complexes. Et au final, c'est une méthode en effet utile pour les sciences, mais qui peut s'appliquer à toutes les matières. Et moi, justement, ça a été une des méthodes que j'ai utilisées et que j'utilise aussi pour mes études, pour avoir quand j'ai repris mes études, parce que je trouve que c'est une méthode extraordinaire. Donc, on va juste la voir en quelques minutes. Donc l'étape 1 de cette méthode, c'est déjà choisir le sujet que vous souhaitez étudier. Bah là, par exemple, on parle de yoga, bah, ça peut être la philosophie du yoga, ça peut être, l'anatomie de tel groupe de postures. On va vraiment se fixer quand même sur quelque chose d'assez délimité parce que tout le Mmh. yoga, ça va vous prendre, au moins 9 vies. Donc à part si vous êtes des chats, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais vraiment, essayez de se concentrer sur une chose et ensuite, ça va être d'enseigner le sujet en étape 2. Donc vous allez vous dire: «Mais attends, comment est-ce que je peux enseigner alors que je maîtrise pas tout?» Donc déjà, on va vous inviter à aller voir à aller écouter notre dernier podcast où on a parlé de perfectionnisme, parce que finalement, c'est en se lançant, c'est en utilisant nos propres mots, en reformulant, qu'on peut voir si on comprend de quoi on parle. Mmh. L'objectif, ça va être d'utiliser le moins de mots techniques possible pour que la personne à qui on explique, puisse nous suivre simplement. Et le but de cette étape, ça va aussi être en effet de mettre le doigt sur ce qu'on ne maîtrise pas vraiment, ce sur quoi on doit travailler et ce par contre qui est plus ou moins acquis. Ensuite, l'étape 3 qui en découle, bah, c'est de bien sûr combler les lacunes. Donc on va essayer de voir, de corriger, de rester dans des mots simples, c'est-à-dire que dès on bute sur une phrase un peu compliquée, bah, on fait l'effort de dire: «OK, comment est-ce que je peux l'expliciter un petit peu mieux? Comment est-ce que je peux utiliser finalement des mots plus simples pour, définir un concept un peu compliqué?» Et Mmh. ensuite la dernière étape qui est plutôt optionnelle, mais qui peut être aussi très, très intéressante, c'est expliquer à un enfant ou à une personne novice notre sujet. Et en fait, c'est là où on va voir et où Richard Feynman disait que c'est cette étape qui permet vraiment de voir si on maîtrise le sujet ou pas. Parce que premièrement, normalement, on l'a suffisamment bossé pour avoir très bien compris notre sujet, l'avoir mémorisé, et ensuite, on est capable là d'adapter son vocabulaire. Et pour moi, peu importe dans le métier dans lequel on est, ce que je vois en yoga, je le vois par exemple en ergothérapie et je l'ai vu avant dans mon travail de fonctionnaire. C'est-à-dire que si on est capable de s'adapter à la personne qu'on a en face, ça fonctionne. Le message est compris. Et il y a plein de fois où j'ai pas été capable d'adapter parce que finalement je maîtrisais pas assez mon sujet ou je ne souhaitais pas
finalement employer un vocabulaire plus simple, pensant que j'allais dénaturer, alors qu'en fait, on ne dénature pas, on s'adapte simplement. Oui, complètement et je pense que si on a peur de le dénaturer, ça pourrait être un indice qu'on ne maîtrise pas complètement le sujet. Tu vois, ça nous donne peut-être, en quelque sorte, ouais, une petite direction pour aller à la recherche. Parce que finalement, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans cette méthode, c'est que c'est une itinération. Enfin, c'est quelque chose vraiment qu'on va pouvoir répéter et affiner et peaufiner et au final, voilà, qui va évoluer avec nous. Quand on voit les bons profs, tu vois, ils sont capables, d'évoluer et ils ne sont pas forcément les mêmes profs qu'ils étaient il y a, je ne sais pas, 5, 10 ans, 20 ans. Enfin, bon, Mmh. il y a très peu de profs de yoga qui ont cette expérience, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait, en fait, finalement, qu'un prof est bon. Pour revenir aussi au sujet, du perfectionnisme, dont on parlait la dernière fois. C'est vraiment en pratiquant, en mettant les mains à la pâte, qu'on va se rendre compte si on arrive vraiment à maîtriser le sujet. Mmh. Exactement et je pense que, en tant qu'élève, si on se place plus du point de vue des élèves, bah, ne pas hésiter à questionner et même, j'irais même jusqu'à dire à re-questionner des choses qu'on pense, Complètement. être, des bases ou des choses, qu'on voit tout le temps. Bah, ne pas hésiter à revoir. D'ailleurs, c'est marrant de voir que dans notre, dernier live, on a parlé du coup des postures de base et on a fait en fait dans le programme des ateliers, des propositions en fait sur les postures de base, sur les salutations au soleil, sur le chien tête en bas, enfin voilà, vraiment des postures qu'on voit, 15 000 fois en yoga vinyasa et au final, c'était amusant de voir que les personnes qui avaient pratiqué, en fait, se sont rendues compte que, bah, oui, en fait, on pouvait pratiquer différemment et juste en prenant le temps de se reposer sur des choses qu'on pense être acquises, mais en fait, on découvrait de nouvelles choses et en fait, ça a changé quand même pas mal de choses dans notre pratique. Ouais, complètement. C'est que ça permet aussi de sortir des automatismes et peut-être, tu vois, que en faisant ça, on retrouve une autre complexité. Tout Mmh. en restant, tu vois, enfin, c'est ça qui est assez, marrant dans ce sujet, c'est que les sujets complexes qui arrivent qu'on arrive à rendre simples, en fait, ils ont cette capacité aussi d'être extrêmement riches. Parce qu'ils sont complexes, on peut les découvrir et redécouvrir. Et la respiration, les postures du yoga, enfin tout ça, je trouve que c'est ça qui est très intéressant parce que le pranayama, typiquement, pour revenir un petit peu à ce sujet, enfin pour faire un petit peu le lien. Très souvent, on a envie de faire on se dit: «Bah, voilà, non mais moi c'est bon, la respiration comme ci comme ça, c'est bon, je maîtrise, j'ai envie de tester des nouvelles choses». Mais si on pense comme ça, peut-être qu'on passe à côté d'une nouvelle expérience, tu vois? Parce qu'on se dit: «On n'a plus cette, hem, capacité d'être fasciné par les bases» et peut-être qu'on passera à côté de la vraie complexité finalement de la respiration qui est en soi, fascinante. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Bien sûr et pour prendre une analogie donc dans le monde du basket, j'ai parlé de du thème de ce podcast à mon compagnon et il m'a dit: «Bah, c'est marrant, ça me fait penser à Michael Jordan». Moi, je me suis dit: «D'accord, je parle de yoga, que se passe-t-il?» Il me dit: «Bah non, tu vas voir» et donc il m'a expliqué et c'est vrai pour l'avoir déjà lu dans un bouquin ou quoi, qu'en fait, Michael Jordan, il débutait toujours ses entraînements, toujours jusqu'à la fin, par les bases. Toujours, toujours, Mmh. toujours et c'était ça, en fait, qui le différenciait le plus. C'était finalement la maîtrise de ses bases, la maîtrise de la complexité d'une base qui fait qu'en fait, on a les bases les plus solides possibles pour construire, pour comprendre, pour peut-être aussi pouvoir évoluer plus facilement et c'est vrai que parfois, je pense que partir dans des pranayamas, ça veut pas dire que c'est mal en soi et ça, on vous l'a assez répété, je pense que pour que vous compreniez notre message. Ça veut juste dire qu'on part dans des pranayamas extrêmement avancés, mais peut-être que juste une respiration confortable dans notre pratique de yoga, bah, c'est difficile à mettre en place. Bah, peut-être que là, c'est une indication pour dire, bah, peut-être que la base, en fait, est à retravailler. C'est pas quelque chose de mal en soi, hein. C'est juste se dire: «OK, bon, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux revoir?» pour finalement que la respiration m'accompagne de manière plus fluide et plus simple aussi. Parce qu'on va continuer à apprendre. Enfin, moi, après des années et des années et des années, tu vois, très souvent, c'est
ce sur quoi je vais revenir, ce sont finalement des postures très simples, des pratiques très Mmh. simples, des respirations très simples, mais souvent ce sont les plus efficaces. Tu vois? Enfin, ce sont en tout cas celles qui m'apportent le plus dans ma vie Mmh. quotidienne. Mmh. Et donc oui, ça sera moins sexy, oui, peut-être que du coup, je ne vais pas attirer énormément de monde, tu vois? Avec un message comme ça et avec des techniques comme ça, mais pour moi, c'est celui qui a un espèce de rapport, bénéfice, qui est le plus intéressant. Bien sûr, mais ce que tu dis, c'est sûr que le spectaculaire fait vendre beaucoup, fait vendre dans tous les sens du terme et peu importe le domaine, hein. C'est-à-dire qu'on est attiré et je pense aussi que c'est humain, en fait, hein, Mmh. d'être attiré par ce qui est spectaculaire, parce qu'il, voilà, sort de l'ordinaire et cetera. Mais je pense que c'est, tu parlais de magie tout à l'heure et je trouvais que c'était très beau, de parler de magie et je pense que c'est peut-être justement retrouver la magie dans notre quotidien parce qu'en fait, il y en a tous les jours et tous les jours, je pense qu'on est pris, par notre lot de problèmes, de souffrances, il y a plein de choses, en fait, hein, qui arrivent dans nos vies et qui nous éloignent petit à petit de ce qui fait peut-être, bah, qu'on a de la chance d'être en vie et je pense Mmh. que ça, c'est quelque chose qu'on oublie et je pense qu'en cherchant le spectaculaire, bah, finalement, est-ce qu'on cherche pas aussi la souffrance en quelque sorte? C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est peut-être une réflexion que je me fais parfois. Je me dis: «Bah, pourquoi finalement vouloir toujours chercher à faire plus compliqué, plus extrême, plus spectaculaire? Est-ce que je trouve vraiment quelque chose qui me fait du bien, qui me permet de m'inspirer, qui me permet de m'élever et parfois c'est le cas. Mais parfois est-ce que je me heurte pas aussi à une quête, qui est sans fin en fait et qui n'est Mmh. pas forcément, hem, qui m'apporte pas du contentement? Si on revient au yoga, au santosha, bah, peut-être que ça m'éloigne petit à petit. Oui, non, mais complètement, c'est ce que tu disais, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment une pratique, en fait, qu'on peut mettre en place au quotidien. Merci Laura, et c'est ainsi que nous allons tranquillement nous avancer vers la conclusion de cet épisode. Merci d'être resté jusque-là si vous êtes encore avec nous. Et on vous rappelle notre prochain live où justement on va évoquer le pranayama, évoquer aussi toutes les autres techniques de pranayama, se poser aussi les questions de qu'est-ce qui se passe quand on pratique le pranayama et toujours, vous l'avez compris, en revenant aux bases. C'est ça, voilà. Donc, pour, les personnes inscrites à Yoga Ma Création, vous aurez déjà vu, enfin qui nous écoute en plus, vous aurez déjà vu qu'on aborde certaines techniques de respiration qui peuvent paraître simples, mais voilà très, très nourrissantes et on va justement parler et ça sera à l'occasion du live qui sera disponible en replay, des autres techniques. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et je trouve que ça va être une discussion assez intéressante, donc on a hâte de vous retrouver et voilà, bah, merci Isa pour, cette invitation. Comme d'habitude, c'est super chouette de partager nos discussions, sur ce format. Bah, merci à toi surtout d'accepter à chaque fois cet espace, c'est un peu le nôtre, hein. Donc, bah, merci d'être là, merci de répondre toujours présente. C'est super, cool en fait de pouvoir avancer comme ça ensemble et je pense qu'à plusieurs en fait, on arrive à partager des messages qui sont peut-être un peu plus complets et peut-être aussi on arrive à je pense à peut-être vous toucher peut-être un peu plus dans la mesure où vous entendez aussi 2 expériences, 2 manières de penser et je pense que parfois on a besoin de ça, on a besoin d'avoir différentes, visions, d'un même sujet. Oui, complètement, complètement. Le dialogue, c'est toujours, enrichissant. Merci beaucoup Mmh. Isa. Merci beaucoup Laura, merci à vous. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas le programme Yoga Ma Création si vous voulez participer à la discussion du live avec nous. À bientôt! À bientôt.